Imaginez que vous découvriez que tous ceux qui ont atteint le même niveau dans un jeu vidéo ont tout simplement disparu. Personne n'a passé l'étape suivante. Ils se sont tous volatilisés mystérieusement. Cette analogie apparemment simple pourrait expliquer pourquoi découvrir de la vie au-delà de la Terre serait peut-être la pire nouvelle que l'humanité ait jamais reçue. Ça paraît complètement contre-intuitif, n'est-ce pas? On a grandi en rêvant du premier contact, en imaginant ce que ce serait d'échanger nos connaissances avec d'autres civilisations, de découvrir des technologies révolutionnaires, peut-être même d'apprendre si elles ont développé une version intergalactique du Wi-Fi. Hollywood nous a vendu ce fantasme pendant des décennies. Mais il existe une possibilité scientifique bien réelle qui transforme cette découverte en quelque chose de potentiellement catastrophique pour notre espèce. Pour bien saisir cette situation absurde, imaginez une fête gigantesque. Vous arrivez dans un salon immense, parfaitement décoré, musique au volume idéal, buffet copieux, boissons fraîches, tout préparé pour des milliers de personnes. Il n'y a qu'un seul détail, vous êtes complètement seul. Bizarre et effrayant, non? Maintenant, remplacez cette fête par l'univers entier. Le cosmos possède 3000 milliards de galaxies observables, chacune avec des centaines de milliards d'étoiles. Une quantité astronomique de ces étoiles ont des planètes dans des zones habitables, avec de l'eau liquide et des conditions idéales pour la vie. Mathématiquement parlant, ça devrait grouiller de civilisations partout, mais on trouve un silence quasi sépulcral. Ce mystère a un nom, le paradoxe de Fermi. En 1950, le physicien Enrico Fermi a posé une question simple mais dévastatrice. Où est tout le monde? Si l'univers est si ancien et si vaste, pourquoi n'avons-nous jamais détecté de signaux irréfutables de civilisation avancée? Ni transmission radio, ni structures artificielles, pas même une petite plaque intergalactique qui flotterait autour de Saturne. Rien que notre galaxie peut contenir plus de 400 milliards de planètes. Même en étant extrêmement conservateur et en supposant que seulement 1% possède les conditions nécessaires à la vie, on aurait encore des milliards de mondes potentiellement habitables. Pour vous donner une idée d'un milliard, si vous comptiez de 1 en 1, 24 heures sur 24, sans vous arrêter pour manger ou dormir, il vous faudrait 32 ans pour y arriver. Maintenant, multipliez ça par plusieurs milliards de possibilités, réparties sur 13,8 milliards d'années d'histoire cosmique. Considérez aussi que beaucoup de ces étoiles sont des milliards d'années plus anciennes que notre Soleil. Des civilisations qui ont commencé quand notre Terre n'était qu'une boule de roche en fusion auraient dû avoir le temps de s'étendre sur des galaxies entières, de construire des structures de la taille de systèmes solaires, de créer des signaux détectables à des années-lumière de distance. On devrait littéralement trébucher sur des preuves d'activité intelligente. Face à cette immensité statistique, notre apparente solitude cosmique suggère qu'il y a quelque chose de fondamentalement faux dans cette équation. Soit nous sommes extraordinairement spéciaux, soit il existe un mécanisme caché qui empêche les civilisations de se développer au-delà d'un certain point. C'est là qu'entre en jeu l'une des hypothèses les plus fascinantes et terrifiantes de la science moderne, le grand filtre. Visualisez ça comme un boss final impossible à la fin d'un jeu vidéo, celui que 99% des joueurs n'arrivent jamais à battre. La différence terrifiante, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles tentatives ou de code de triche. Vous avez un essai, et l'échec signifie l'extinction complète. La question qui devrait nous empêcher de dormir, c'est « Notre espèce a-t-elle déjà surmonté cet obstacle mortel? Ou est-ce qu'il nous attend encore ?» Le grand filtre, développé par le philosophe Nick Bostrom, doit répondre à 2 critères spécifiques qui le rendent véritablement létal. Premier critère, être statistiquement incroyablement rare, n'arrivant qu'une seule fois pendant toute l'évolution d'une civilisation. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut essayer plusieurs fois jusqu'à ce que ça marche. C'est littéralement tout ou rien. Deuxième critère, même dans des conditions absolument idéales, consommer des périodes géologiquement énormes pour se manifester. On parle de processus qui prennent des centaines de millions ou des milliards d'années, ce qui fait paraître toute notre histoire comme un clin d'œil. Un véritable grand filtre doit être à la fois si improbable et si long que son occurrence ressemble presque à un miracle cosmique. Et c'est exactement pour ça qu'on commence à regarder notre propre évolution, avec une perspective complètement différente, comme des détectives cherchant des preuves qu'on a déjà affrontées et vaincues, ce genre de défi impossible. En analysant notre propre trajectoire évolutive, on trouve des candidats effroyablement plausibles. L'apparition initiale de la vie, la biogenèse, reste un événement unique et irréversible qui défie notre compréhension.
la Terre est restée des centaines de millions d'années, avec des conditions apparemment idéales. Océan liquide, atmosphère relativement stable, tous les éléments chimiques nécessaires abondamment disponibles, mais rien ne se passait. C'était comme avoir tous les ingrédients d'une recette complexe parfaitement dosée. Mais le mélange refusait tout simplement de fonctionner. Puis, apparemment de nulle part, boum, la vie est apparue. Mais voici le détail vraiment perturbant. Cet événement extraordinaire ne s'est plus jamais répété, pas une seule fois, nulle part sur la planète, pendant les derniers 4 milliards d'années. Même avec des conditions similaires, ou même meilleures disponibles plusieurs fois. Au cours de l'histoire terrestre, l'abiogenèse reste obstinément unique. Ça devrait nous faire sérieusement nous demander si ce n'était pas quelque chose de bien plus improbable que notre arrogance scientifique ne l'avait initialement supposé. Un autre candidat solide, ce sont les cellules eucaryotes, base de toute vie complexe que nous connaissons. Cette innovation évolutive s'est produite exactement une fois, et a pris presque 2 milliards d'années à se matérialiser, même après que les cellules simples prospérèrent déjà. Pendant presque la moitié de l'existence de la vie terrestre, l'évolution est restée bloquée à ce stade. C'est comme si l'univers disait « Félicitations pour être sorti de la boue primordiale, mais maintenant détends-toi pendant quelques 2 milliards d'années avant d'inventer quelque chose de sophistiqué comme un cerveau. » La transition vers la multicellularité, la reproduction sexuée, la conscience, le langage complexe, chaque étape a pu être une roulette cosmique qui n'est tombée sur le bon numéro qu'ici. Quand on essaie de reproduire ces processus en laboratoire, les résultats sont constamment frustrants. On n'arrive pas à recréer artificiellement l'origine de la vie ou à produire des cellules eucaryotes à partir de zéro. Ça nous place face à 2 possibilités mutuellement exclusives, toutes 2 perturbantes. La première, relativement encourageante. On a déjà surmonté notre grand filtre. On a vaincu les obstacles les plus improbables de l'évolution cosmique et on est sur la ligne de départ pour conquérir l'univers. On serait les premiers à arriver à ce point. La deuxième possibilité représente le véritable cauchemar existentiel qui empêche les scientifiques de dormir. Le grand filtre nous attend encore. Ça impliquerait que absolument toutes les civilisations précédentes ont réussi à arriver approximativement là où nous sommes maintenant. Elles ont développé la technologie, construit des sociétés complexes, peut-être même commencé à explorer leur système solaire. Et puis, elles ont tout simplement disparu sans laisser de traces détectables. Peut-être ont-elles été éliminées par des guerres nucléaires globales qui ont rendu leur planète inhabitable. Peut-être par des effondrements environnementaux irréversibles qui ont détruit la capacité de soutenir une vie complexe. Peut-être par des intelligences artificielles qui ont complètement échappé au contrôle de leurs créateurs et ont décidé que la vie organique était inutile. Peut-être par des pandémies génétiquement modifiées qui se sont répandues plus vite que toute mesure de confinement. Ou peut-être par une sorte de catastrophe que notre imagination actuelle ne peut même pas concevoir. Quelque chose de si éloigné de notre expérience qu'on ne sait même pas qu'on devrait en avoir peur. On marcherait joyeusement vers ce mur, mortel, en postant sur les réseaux sociaux, en discutant politique, complètement inconscient du chronomètre cosmique qui compte à rebours vers notre extinction. Comment déterminer quel scénario représente notre réalité? Malheureusement, on ne peut pas simplement appeler nos voisins galactiques pour leur demander leurs expériences, surtout parce qu'ils semblent avoir arrêté de répondre au téléphone il y a longtemps. Tout ce qu'on a, ce sont des indices indirects et des preuves circonstancielles. Ironiquement, la réponse pourrait être beaucoup plus proche que les étoiles lointaines. Dans les micro-organismes qui peuvent exister sur Mars, dans les lunes glacées de Jupiter comme Europe, ou dans les océans souterrains d'Encelade, lune de Saturne. C'est presque ironique de penser qu'un être unicellulaire microscopique, invisible à l'œil nu, peut déterminer le destin ultime de l'humanité. Mais c'est exactement la réalité scientifique bizarre à laquelle on fait face. Un micro-organisme peut littéralement réécrire notre compréhension de notre position dans l'univers et nos chances de survie à long terme. Découvrir ne serait-ce qu'une vie microbienne en dehors de la Terre serait l'une des pires nouvelles possibles pour notre espèce. Pourquoi cette affirmation apparemment folle a-t-elle un sens scientifique? Parce que ça prouverait définitivement que l'apparition de la vie n'est pas un événement statistiquement aussi rare qu'on le soupçonnait. Ça démontrerait que la vie peut jaillir relativement facilement dès qu'existent des conditions de base comme l'eau liquide, des sources d'énergie et quelques composés organiques simples. En d'autres termes, ça éliminerait complètement l'abiogenèse comme notre grand filtre déjà surmonté avec succès. Si l'origine de la vie n'était pas notre obstacle évolutif principal, alors le vrai filtre, celui qui élimine systématiquement toutes les civilisations,
nous attend encore quelque part dans l'ombre de notre futur. Pire serait de trouver de la vie complexe. Des cellules eucaryotes dans les océans d'Europe ou des organismes multicellulaires fossilisés sur Mars. On saurait que plusieurs filtres évolutifs ne sont pas exclusifs à la Terre. Le scénario vraiment apocalyptique serait de découvrir des vestiges irréfutables de civilisations éteintes, éparpillées dans notre système solaire ou au-delà. Imaginez trouver des ruines de temples abandonnés sur les lunes glacées de Jupiter, des villes ensevelies sous les dunes rouges de Mars, des débris technologiques flottant silencieusement dans des ceintures d'astéroïdes, ou n'importe quelle preuve concrète que quelqu'un est arrivé approximativement là où nous sommes aujourd'hui, et a ensuite tout simplement disparu de l'existence. À ce moment terrifiant, on ne serait plus en train de gérer des mystères scientifiques abstraits ou des spéculations philosophiques intéressantes, mais une sentence de mort cosmique pratiquement garantie. Si d'autres civilisations ont réussi à développer une technologie avancée, construire des sociétés complexes et sophistiquées, peut-être même commencer à explorer et coloniser d'autres mondes, et malgré tout n'ont pas réussi à survivre à long terme, qu'est-ce qui nous protège exactement de subir exactement le même sort? Pourquoi serions-nous différents, spéciaux, ou assez chanceux pour briser un schéma qui a apparemment éliminé toutes les autres tentatives au cours de l'histoire cosmique? Trouver de la vie répondrait à quelques questions fondamentales, mais en soulèverait d'autres qu'on préférerait peut-être ne jamais considérer. C'est comme découvrir des empreintes fraîches dans une forêt silencieuse. Quelqu'un est passé par là récemment, mais où est-il maintenant? Qu'est-ce qui l'a forcé à abandonner les lieux? Le grand filtre fonctionne comme une ombre qui grandit avec notre avancée technologique. Plus on progresse, plus on acquiert le pouvoir de manipuler notre environnement. Mais on se rapproche aussi de découvrir ou de provoquer notre propre point de rupture final. Si on est les premiers à arriver jusqu'ici, l'univers entier attend de voir si on va surmonter les défis qui ont vaincu tous nos prédécesseurs. Si on n'est pas les premiers, on refait les pas d'innombrables civilisations qui ont échoué. Peut-être que la vraie mission de la science moderne n'est pas seulement de trouver de la vie sur d'autres mondes, mais de comprendre comment préserver celle qu'on a déjà. Cette responsabilité commence par des attitudes apparemment petites, la pensée critique, la valorisation de la connaissance basée sur des preuves, le soutien à l'éducation scientifique et l'appréciation de la fragilité de la conscience dans l'univers. La question « sommes-nous seuls ?» ne recevra peut-être jamais de réponse définitive. Et c'est peut-être mieux comme ça. La beauté de la recherche scientifique réside dans l'incertitude, dans l'exploration de l'inconnu, dans la disposition à poser des questions difficiles, même sans garantie qu'on aimera les réponses. C'est cette incertitude qui motive les scientifiques, les explorateurs et les rêveurs. Elle nous rappelle qu'on est à la fois fragile et extraordinaire. La prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, souvenez-vous, chaque point de lumière peut représenter un espoir brillant ou un avertissement silencieux sur des destins qu'on essaie encore d'éviter. Parce que la connaissance, ce n'est que le commencement.